Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La Première Ligue, vous avez manqué, la Première Ligue est de retour. Arsenal rechausse les crampons et pour ce retour à la Première Ligue, quoi de mieux qu'un nouveau derby londonien? Arsenal recevait Fulham à l'Emirates. On attendait un grand match et on l'attend toujours. Pour m'accompagner dans cet épisode de la team podcast French AFC, mon ami Bastien. Salut Bastien. Salut Raoul, bonjour tout le monde. Et je vais pas dire le petit nouveau parce qu'il a fait des podcasts bien avant moi, mais en tout cas c'est une première pour lui sur le podcast Coup de canon. J'ai nommé notre Belge préféré, Julien. Salut Julien. Bonjour à tous ceux qui sont en décalage horaire et pour ceux qui sont sur le même fuseau que nous, bonsoir à tous. Et Monseigneur, un très très grand merci pour l'invitation. C'est vraiment pour moi un grand plaisir de faire cette première. Eh ben, le plaisir est partagé. Alors, Julien, pour nos auditeurs, c'est la personne qui tient le compte Twitter Arsenal, entre parenthèses, France, ce qui est assez Yes. comique pour un Belge, d'ailleurs. Mais s'il avait fait Arsenal belge, je pense qu'il n'aurait pas eu autant de followers. Et Je Julien, que pense j'ai... jamais caché. Bah oui, non, bien sûr. Et Julien, que moi j'ai appris à découvrir bien avant de faire des podcasts sur French AFC, puisque il participait souvent au podcast Prem Lab la saison dernière où il y avait cette course au titre à 3 avec Manchester City et Liverpool. Et souvent, Julien intervenait avec ses homologues de Liverpool et de City pour parler un petit peu des matchs à venir. Et c'était toujours super intéressant. Donc, c'est un grand plaisir que on transpose ta voix sur notre podcast Coup de canon. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Je le disais en introduction, reprise de la Première Ligue. Arsenal recevait Fulham euh, après une trêve internationale qui a permis à Saka de parfaire son retour et sa condition physique, qui a permis à d'autres de retrouver la sélection et de changer un petit peu d'air. Il y avait, à part Calafiori, il n'y avait pas de blessure pendant cette trêve internationale jusqu'à cet après-midi ou à hier où on a appris que Ben White avait ressenti une gêne et qu'il n'était donc pas convoqué dans le groupe. Euh, je vais vous poser la traditionnelle question. Bastien, on va commencer par toi, histoire que Julien puisse monter en température. Avant la compo, messieurs, l'instant passion, votre coup de cœur ou votre coup de gueule du soir. Bastien, c'est à toi. Alors, le coup de cœur serait trop facile, Raoul, Oui, oui, avec bien sûr. La rentrée l'entrée trop ça. Saka. Oui, ça doit être ça, ça doit être ça, pardon, je me Idole de suis trompé de nom. Raoul. Mais par contre, ça serait un coup de gueule où ça fait quelques temps déjà que je regarde les matchs sur Canal et notre ami Jean-Luc Harivard. Là, pour le coup, d'habitude, je suis plutôt d'accord avec lui, et là, pour le coup, il m'a plutôt vexé, voire énervé. Je crois qu'on n'avait pas vu le même match entre la bonne performance de Kivior, la non-productivité de l'attaque d'Arsenal et la la pauvresse de notre performance. Oui, je suis d'accord que c'était pas forcément le meilleur match du siècle. Par contre, de la 30e à la 45e minute, il a pas lâché Arsenal, quoi. Donc j'ai envie de dire qu'il aille se défouler sur City qui fait une saison à chier. Nous, à cette heure-ci, on est deuxième du championnat. On gagne 1-0. Là, on gagne 2-1. Je pense qu'il n'avait pas non plus à appuyer comme ça sur la tête d'Arsenal. Donc c'est plutôt un coup de gueule ce soir pour moi, Raoul. Voilà. Ok, je l'entends, je l'entends. Je répète toujours, pour ceux qui le peuvent, regardez les matchs sur les chaînes anglaises, ça vous changera la vie. Ouais, ouais, c'est clair. Julien, ton coup de cœur ou ton coup de gueule du soir? Tout comme Bastien, moi, citer Bukayo en coup de cœur, c'est une évidence, mais c'est également peut-être tomber dans la facilité. Mais c'est difficile pour moi de pas en parler parce que ce soir, je pense que toute personne qui aime Arsenal, après toutes ces semaines d'obscurité,
on a vraiment eu l'illumination, quoi. Dès qu'il a touché son premier ballon, j'ai senti qu'il était de retour et qu'il avait envie de nous faire du bien. Et je pense que je me suis pas trompé. Quand, suite au geste somptueux de Gabriel Martinelli, il met le ballon au fond des filets, quelle délivrance, putain. Parce qu'au-delà du contexte du match, c'est aussi un contexte symbolique. Faut rappeler que Bukayo Saka, ça reste quand même l'initiateur du projet. Il est là depuis le début et il est titulaire lors du premier match d'Arteta et il est encore là aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été un acteur absolument majeur dans ce processus du renouveau. Mais voilà, ce qu'il a fait ce soir, c'était magnifique. Et c'est vraiment mon coup de cœur. Et honnêtement, s'il n'avait pas eu son égarement sur l'action du but et sur la dernière action, j'ai encore trouvé Maïles très, très, très fort ce soir, hein. Franchement, Lewis Kelly, ce qu'il fait pour sa première année en pro, voilà, tu as juste envie d'applaudir et tu as juste envie de prier très fort pour que l'ascension ne s'interrompe pas et que le chemin vers les sommets se prolonge. Mais lui et Nwaneri, qui est d'ailleurs encore passeur décisif, c'est un vrai plaisir de les suivre pour leur première année. Et moi, ben, en coup de gueule, ben, j'ai pas regardé sur Canal parce que, comme vous l'entendez à mon accent, je suis belge. Mais je vais transformer ce coup de gueule en coup de cœur parce que nous, ce soir, on avait Serge Radormacher. Et sans vouloir commenter les attitudes du personnage qu'a décrit Bastien, ben moi, j'ai envie de donner un petit peu de détails sur Serge parce que je crois qu'il n'est pas très connu en France. C'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de vagues et je pense même que c'est sa volonté. C'est pas quelqu'un que vous allez entendre s'exprimer dans les grands médias. Mais c'est probablement l'un des personnages qui connaît le mieux la Première Ligue. Le gars, c'est une Bible. Ce très cher Philippe Auclair pourra le confirmer. On parle vraiment d'un monument dans les médias francophones. Et je pense que quand on entend ce genre de personnage, ben moi, je préfère mettre l'accent sur ce genre de journaliste que par rapport aux gens qui adorent s'acharner sur Arsenal. Je voulais aussi un peu appuyer un argument qu'a dit Bastien. Il a parlé de tous ces observateurs qui prennent plaisir à parler de la deuxième place d'Arsenal. Ben, quand je regarde par exemple les deux clubs de Manchester, voilà, je pense qu'il y a un petit peu plus de négatifs à dire pour eux, notamment cette saison. Voilà, c'est un petit peu pour mon coup de cœur. Désolé, j'ai été un petit peu long. Ouais, non, mais il n'y a pas de, y a pas de souci. Tu es comme à la maison. Alors, Toi, messieurs, Raoul? oui. Et toi, Raoul? Coup de cœur ou coup de gueule? Enfin, salopard. Moi, généralement, j'arrive à scuser. Euh, Alors, si moi je mets un coup de cœur, en fait, il va revenir dans mes tops. Donc, je peux le dire maintenant. Mon coup de cœur, c'est Martinelli. Ok. Pour moi, c'est l'homme du match. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. C'est le fiston, mais je trouve que ça a été le seul dynamiteur dans cette rencontre d'une médiocrité absolue. Et encore une fois, je répète, je ne suis pas un hater d'Arsenal, j'en suis fan, mais moi ce soir, je me suis encore bien emmerdé. Et alors, on pourra dire que jusqu'au premier but, Fulham a mis un bloc bas. À un moment donné, l'argument du bloc bas ne sera jamais plus un argument parce qu'à force de jouer les blocs bas, il va falloir à un moment donné que Mikel Arteta trouve des solutions. Mais j'ai trouvé que dans la, comment dirais-je, dans la percussion, dans la volonté, et pour une fois, même s'il y a eu des centres qui sont de nouveau partis, etc., ça a été un vrai dynamiteur. Voilà. Après, je garderai mes tops et mes flops pour la suite. Mais voilà, mon coup de cœur, j'espère un retour à long terme de Martinelli. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un truc en tête. La Non, compo? mais je voulais dire une connerie. Je peux me permettre d'appuyer juste un truc que tu as dit, Ouais, Raoul. appuie, hein, vas-y. Ouais. Je voulais juste faire un petit commentaire parce que tu as indirectement dénoncé tous ces gens qui aiment bien donner des leçons. Ce n'est pas parce qu'on émet une critique sur notre club qu'on ne l'aime pas, bien au contraire. Je me souviens d'Emmanuel Petit qui avait un jour déclaré, quand il critiquait certaines choses d'Arsenal, que justement, il y avait certaines de ces critiques qui étaient assez prononcées, mais ça ne voulait pas dire que c'était un haters. C'est justement
avec les choses que tu aimes, bien souvent, il faut être authentique. Et dans l'authentique, il n'y a pas que du positif. Bah, tu as raison. Et puis après, nous, on le répète assez. Et que ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils le comprennent, puisque les auditions ne cessent de croître au niveau du Ouais. podcast. Donc je Mais c'est pense que ça le c'est truc, que... c'est ça le truc, excuse-moi de te recouper encore, mais le pire, c'est que les gens qui vont souvent avoir du mal et qui vont qualifier Raoul de haters, c'est bien souvent des gens qui n'écoutent pas forcément les podcasts ou qui se focalisent sur des brides qu'ils ont pu entendre. Enfin voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt au final. Après, je suis très satisfait, ben, je suis très content du Collège. résultat parce qu'on gagne 2-1 et que on conforte notre deuxième place. Maintenant, effectivement, si on fait des podcasts de débrief, c'est pour dire ce qui a fonctionné et pour dire ce qui a un petit peu moins marché. Et personne n'oublie que dans une semaine, jour pour jour, on joue le Grand Real de Madrid à l'Emirates dans un contexte qui sera tout autre, avec un enjeu qui sera tout autre aussi. Euh, du coup, voilà. On a gagné. Maintenant, franchement, celui qui a le courage de me dire qu'il a kiffé le match, et ben moi, je l'invite au prochain podcast pour qu'il me l'explique, ou sur un prochain space, parce qu'il va falloir quand même qu'il m'explique sa vision du football. Je veux bien tout entendre, hein, mais prendre le plaisir devant un match comme celui-ci, je ne sais pas comment on peut faire. Allez, la compo, messieurs, j'en ai parlé juste avant, deux blessures Calafiori en sélection durant la trêve internationale et White qui a ressenti une gêne et qui ne pouvait pas prendre part à cette rencontre, sans compter les absents de longue date, Havertz, Gabriel Jesus, Tomiyasu qui est encore au club, et oui, ne l'oublions jamais. Oui, c'est vrai, il est là. Donc voilà, donc une compo pour moi, somme toute, assez traditionnelle, avec David Raya dans les buts, de droite à gauche, Timber, Saliba, Gabriel et Lewis Skelly. Milieu à 3 traditionnel également, avec Partey, Ødegaard et Rice. Et devant la ligne de 3 avec Martinelli à gauche, Nwaneri à droite. Et la confiance, encore une fois, accordée à notre serial striker, j'ai nommé Mikel Merino. La question est traditionnelle, messieurs, et on va laisser la parole, Bastien, si tu le permets, à l'invité. Julien, à la découverte de cette compo, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que c'était traditionnel pour toi? Est-ce que tu avais des points d'intention? Honnêtement, j'ai pas été furieux quand le 11 de départ est sorti. Je pense que voilà, c'était normal de ne pas faire débuter Saka, même si c'était une option. Je pense que l'idée de le mettre sur le banc pour ce soir était la bonne. En défense, ben voilà, on a beaucoup parlé de la bataille pour obtenir la place sur les flancs. Aujourd'hui, le dilemme ne s'est pas posé puisque on avait White à droite et Calafiori à gauche qui n'étaient pas dispo. Mais je pense qu'au-delà de ces deux forfaits, ben il n'y a rien à faire. Tant Lewis Kelly à gauche que Timber à droite ont pris, il me semble, un petit avantage. Et dans l'esprit d'Arteta, je pense que ce sont eux deux qui sont titulaires, même quand tout le monde est fit. Tu as évoqué Tomiyasu et de manière humoristique, tu as rappelé qu'il était toujours au club. Je reste convaincu que ce garçon, sans sa blessure, il aurait peut-être donné un petit peu plus de fil à retordre dans les compositions de départ, mais évidemment, comme il n'est pas là, ben, la question ne se pose pas. Ouais, La question ne bah, se pose pas. il lui manquait juste une bonne santé physique. Et Euh, pour le milieu, oui, alors, je reprends mon sérieux, je reprends mon sérieux. Et pour le milieu, ben, honnêtement, quand tu regardes partie Ødegaard et oh, punaise, Rice. pardon, excusez-moi. En plus, scandaleux de ma part d'oublier de citer Rice, élément moteur de notre équipe qui fait encore un match plein d'activités ce soir. Mais dès l'arrivée de Declan Rice, l'objectif d'Arteta était d'associer ces trois milieux. Malheureusement, la saison dernière, ça n'a pas été possible avec la blessure de partie. Cette année, malheureusement, ben, c'est notre capitaine qui a d'abord eu une blessure et après une série de méformes. Mais je reste convaincu que ces trois-là, ça reste peut-être, quand tout notre effectif est là, la meilleure formule au milieu. Et c'est ce que le staff a toujours voulu faire.
C'est le sentiment que j'ai eu et c'est surtout le sentiment des observateurs, comme un certain David de The Athletic qui l'a souvent dit, quand tout le monde est fit, l'objectif, c'est de mettre partie avec Ødegaard et Rice qui gravitent autour de lui. Et offensivement, bah, je n'ai pas grand-chose à dire non plus. Je pense que j'ai tout dit sur la compo. Donc, Nickel. je pense que j'ai tout dit. Bastien, ton avis sur la compo? Euh, Pas de surprise de mon côté, toujours un goût aussi amer quand on voit que notre neuf s'appelle Merino, mais sinon pas de surprise. Mhm. Voilà. Ouais, et Merino, on va forcément en reparler dans pas très Mm, longtemps. mm. Messieurs, attaquons cette première période de façon très générale. Encore une fois, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec mon résumé, mais pour moi, vraiment, cette première mi-temps, elle est très décevante. L'entame de match, je la trouve également très décevante, même si on a vu que Fulham était venu avec des intentions très défensives dans un premier temps, mais en même temps, qui peut les blâmer quand tu es, je crois, au coup d'envoi, ils doivent être septième ou huitième du classement, ils peuvent encore aller chercher une place européenne. Ils viennent jouer le deuxième de PL qui, hormis un échec cette saison à l'Emirates, est invaincu depuis un certain nombre de matchs. Je pense que dans un premier temps, de venir chercher le nul et sur un malentendu, peut-être aller chercher la victoire en fin de rencontre sur un contre, moi, c'est pas, j'ai pas forcément envie de les blâmer. Mais en tout cas, Arsenal, de son côté, n'a pas su, et je vais le dire une nouvelle fois, relever le défi d'un bloc bas, d'une équipe bien en place, n'a pas su produire de jeu. Euh, à part Martinelli, qui pour moi, de toute façon, durant la rencontre, a été assez remuant, ou en tout cas assez acteur, j'allais dire, sur son côté gauche, a essayé de provoquer, et souvent avec de la réussite, puisque son homologue côté droite a passé quand même une sale rencontre. Parlons-en l'espace de 10 secondes, mais Castagne, il s'est quand même fait bien défoncer pendant tout le match. Mais au-delà de, au-delà de la prestation médiocre sur cette première période, on va être obligé de revenir sur deux faits de jeu. Messieurs, le premier fait, eh ben, c'est quelque chose qui me saoule, vraiment, j'en peux plus, des blessures. Et quelle blessure, puisque dès la 16e minute, pour moi, Gabriel, il s'est claqué. Et qui dit claquage dit out au moins 3 semaines à moi. Donc ça veut dire aussi que contre le Real de Madrid, ben, tu oublies Gabriel. Donc déjà, il faut déjà réfléchir à un plan B pour affronter d'une part Everton samedi et surtout le Real dans une semaine. Donc ça, c'est le premier fait de jeu que je vais vous proposer, messieurs, sur lesquels je vais vous proposer de revenir. Et le deuxième fait de jeu, bah, ça va être le but. Alors, je vais dire chanceux, Ouais. parce que la balle est contrée et que clairement, c'est pas ce qu'il veut faire. Mais la réussite sourit aux audacieux, plutôt, pardon. Bah, Merino, il va chercher le but. Je vais pas dire tout seul, mais parce que le centre en retrait de Nwaneri est parfait. Le premier contrôle de Merino est assez intéressant. C'est juste sa deuxième touche de balle où il se met un petit peu en difficulté puisqu'il est un petit peu trop en avance sur le ballon, mais la balle va au fond. Voilà, donc je vous propose, messieurs, de revenir alors sur ces deux faits de jeu que je vous propose, mais si d'après vous, il y a un moment clé de cette première période qui mérite de passer un petit peu de temps, je suis tout de peut-être que j'ai pas tout vu. Donc, qui se lance sur la partie blessure de Gabriel en quelques mots? En Vas-y, quelques Bastien. mots, d'abord, moi, faire une petite passe sur la première mi-temps, comme moi je l'ai ressenti, j'ai Ouais, surtout bien sûr. senti des mecs, alors je sais pas, alors soit ils avaient pas envie, ou soit ils étaient très fatigués. Tu vois un Partey, les 20 premières minutes, il avait pas d'essence dans le moteur, c'était pas possible. C'était pas possible. Et ce qui m'a surtout, moi, un peu énervé derrière la télé, c'est surtout oui, c'est un bloc bas, et je suis d'accord avec toi, Raoul, qu'il faut s'habituer à jouer face à ce genre de bloc, parce que de toute façon, c'est ce qu'on va avoir de plus en plus. Euh, mais par contre, on n'a pas su manœuvrer. J'ai pas vu le bloc de Fulham en première mi-temps bouger de droite à gauche.
un peu plus s'étirer parce qu'on les faisait sortir, etc. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a le plus frustré derrière mon écran, c'est que, OK, il y a un bloc bas. Par contre, qu'est-ce qu'on fait contre un bloc bas? Quelles initiatives on prend contre un bloc bas pour les faire bouger et trouver des intervalles? Parce que ils l'ont plutôt. Moi, j'ai trouvé que Fulham, au final, ils jouaient avec leurs armes. C'est pas forcément le football que tout le monde aime. Par contre, ils ont joué avec leurs armes. Ils ont Hum. occupé la largeur parce qu'ils savent très bien qu'Arsenal, ils font du droit-gauche et que avec la circulation de balles, qui peut être très très rapide chez nous, bon bah on peut renverser complètement les blocs. Là, ils se sont un peu étalés sur le terrain. Ils ont bloqué les angles et clairement, on n'a pas su manœuvrer. Concernant la blessure de Gabriel. Bah, le mec, on en revient au même. Il fait de l'avion. Est-ce qu'il s'est bien préparé? Est-ce que le physio, ils ont mal anticipé? Dans quel état il est revenu à Arsenal, Non mais etc. Bastien, Mais c'est pardon, vrai je que te coupe 30 secondes, mais le pire, c'est, si je me trompe pas, c'est que c'est, Gabriel, pendant la trêve internationale, il est donc parti jouer avec le Brésil. Il ah a oui. fait il a fait le premier match, Pas le et, deuxième. et après le premier match, il a fait ouf, je me sens pas très bien. Je rentre à Londres. Donc il vient pas de rentrer, hein. Il Hein. est rentré après le premier match. Donc, est-ce que quand il a dit je me sens pas très bien, il y avait déjà une gêne? Ça, de toute façon, on ne le saura pas. Mais de mettre la blessure sur le compte des déplacements de la trêve internationale, pour le coup, moi, je suis pas trop d'accord. Et en plus de ça, je rebondis, excuse-moi Bastien, je rebondis dessus parce que je voulais pas y venir, parce qu'on va me Hein. trouver très, très, je pense, sévère. Mais en fait, la blessure de Gabriel, je vous invite à regarder la séquence 40 secondes avant qu'il se blesse. On a la balle, on perd la balle, Fulham renvoie le ballon et Gabriel est très haut mais il est en retard. Et il va essayer d'aller au pressing sur son attaquant, sur son vis-à-vis, mais il est tellement en retard qu'en fait il peut pas avoir le ballon. Son attaquant de mémoire la dévie et repart vers Raya. Et Gabriel est contraint de faire une course pour récupérer le retard qu'il a dès le début de l'action. Et c'est là qu'il se pète. Et en fait, là où ça me fait chier, excuse-moi, alors des fois, Julien, ici, on a droit des gros mots. D'accord? On parle pas des mamans, mais merde, fait chier, putain. De temps en temps, on a le droit. Et si vraiment tu sens que tu es dans une phase où il va y avoir une série de gros mots, on prévient juste les papas et les mamans de boucher les oreilles des enfants avant. On laisse 5 secondes et on y va. Mais en fait, c'est ça qui, moi, m'a le plus frustré, indépendamment du fait de se dire il y a Madrid qui arrive et là forcément, et tu me l'as écrit Julien, mais moi j'y ai pensé tout de suite quand j'ai vu Kivior rentrer, je fais OK. Donc Ah non, je voulais pas l'allumer en là, public. on va avoir un duel Kivior-Mbappé. Et vu le match de Kivior, je pense que Arteta est déjà en train de réfléchir à mettre quelqu'un d'autre en 6 et je me demande si genre Je un pense Rice que en si White est stopper ou un fit, truc comme ça. moi, si White est fit, à mon avis, il va mettre White en centrale. Connaissant Arteta. Ça se peut parce que là, mettre Kivior, enfin bref. Et voilà, et en fait, tu vois, Bastien, souvent tu me connais, soit tu Hum, participes au podcast, soit tu nous écoutes. hum, hum, Je suis souvent dans le petit détail. Et en fait, tout hum. part de là. Et c'est ça qui me fait chier. Alors après, je dis pas qu'il ne se serait pas blessé, parce qu'un claquage, finalement, c'est une fragilité musculaire où à un moment donné, au lieu au lieu que le muscle s'étire, le muscle se déchire. Hum, Donc hum. ça veut dire qu'il y avait déjà certainement quelque chose avant. Mais encore une fois, sur le coup, moi, ça m'emmerde beaucoup. Voilà, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de problème, pas de problème, pas de problème, mais je suis, quand je dis, quand je mets la sélection en lumière, et je pense que ça s'applique à tous les joueurs, les mecs, ils y vont, et oui, ils ont envie de mouiller le maillot, mais ils se consomment, et en fait, je pense que les joueurs se consomment un peu plus en sélection qu'en club, dans le sens où dans un club, ils ont un suivi continu, et le physio de l'équipe peut suivre tout au long de l'année, donc il a un suivi régulier, tu vois, sur une longue période, donc il peut peut-être anticiper. Alors que je suis désolé, quand tu vas en sélection, bah, tu mouilles le maillot pour ton pays. Et puis, bah, tu te pètes. Et puis, bah, derrière, advienne que pourra. On va essayer de revenir en entier, mais tu as aussi des objectifs avec la sélection. Donc, moi, je me dis, ce truc-là, il le traîne depuis la sélection. Et en plus de ça, le déplacement. Et en plus de ça, tout ce Mhm. qu'il lui rajoute Ouais. avec la sélection, c'est pas nouveau, quoi. Surtout
à 20 ou 30e minute, un truc, 20e minute, un truc comme ça. 16e, à Enfin, la 16e. 16e, ouais, bah 16e, tu vois. Et Donc en ouais. plus, encore une fois, si on va vraiment dans le détail, en fait, je sais pas si tu as fait gaffe dans le Discord, je dis tout de suite, Hum, Gabriel, il est out avant que les caméras aillent dessus, parce qu'encore une fois, cette façon de regarder les ouais. matchs que j'ai, où je rate là où il faut peut-être pas, je vois tout de suite qu'il se tient la cuisse et tu sais qu'il se pète. Sauf que entre le moment, parce que là, je vais aller plus loin, entre le moment où il se blesse et le moment où le jeu il est arrêté, il y a à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Sauf que on a le ballon, il lève la main, il se met au sol, il se relève, on a le ballon, on sort pas le ballon, on perd le ballon, Fulham le récupère et on commence à insulter le joueur de Fulham parce qu'il sort pas le ballon. Ça, tu vois, dans ces détails-là, c'est un truc qui me rend dingue. À un moment donné, tu vois, il se met par terre. On n'a pas le ballon, il se met par terre dans les 16. Et il se dit, l'arbitre va peut-être pas arrêter. Il se relève, il court en boitillant. En fait, il n'a fait que aggraver sa blessure. Alors que si tu te blesses, tu te mets au sol, tu lèves la main, on a la balle, tu mets une mine en touche, tu vises clock end, tu fais ce que tu veux et ça s'arrête là. Et moi, c'est un truc, ça me rend dingue. Derrière ma télé, ça me rend dingue. Alors j'imagine juste si moi je suis sur le banc de touche, je pense que je monte sur le terrain et que je les rose tous, tu vois. Voilà, bref, ça me fait chier. Julien, ton point de vue sur la blessure de Gabriel? Ben, Parlons, Bastien, t'avais terminé? Ouais, ouais, ouais. Parce que bon, On est tout bon, là. sur la blessure de Gabriel, je ne sais pas si nos esprits se sont connectés, mais je l'ai un peu ressenti de la même façon que toi, mon Seigneur. C'est-à-dire que, honnêtement, ouais, je donne le même surnom que ça à David Raya depuis la séance de tir au but waouh, à waouh, Porto. waouh, 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 waouh. Alors on va arrêter direct le Je reviens podcast sur Gabriel, maintenant. on prend notre Parce que sérieux, je reviens sur Gabriel. tu peux pas m'appeler de la même façon que David Raya. C'est pas possible. Pas si Je tu écoutes les sais, je podcasts. sais, Non. je viens d'y penser justement, donc peut-être on va revoir les nominations et les surnominations. Ouais, Mais appelle-moi Raoul. pour mon sérieux, pour Gabriel, honnêtement, ben, connaissant sa résistance, son envie d'aller dans l'impact physique, connaissant aussi le fait qu'il ne se blesse pas souvent, je serais curieux de connaître le nombre de matchs qu'il a ratés sur les dernières années. Ça doit vraiment pas être un nombre très élevé. Ben, comme toi, dès qu'il y a eu le petit couac, j'ai senti qu'il y avait un problème. Pour que Gabriel demande d'arrêter le jeu, oufti, c'est qu'il devait vraiment y avoir quelque chose de grave. Et pareil, la phase avec le fait que nous n'arrêtons pas le jeu, tout comme toi, ben, ça m'a rendu fou. Et après, ouais, bien sûr, on s'énerve parce que Fulham n'arrête pas le jeu. Mais voilà, ce qui se passe avant est tout aussi irritant, quoi. Et évidemment, là, tu perds pour moi le meilleur défenseur de cette saison. Parce que même si Saliba, il n'est pas aussi catastrophique qu'on le dit, il n'a quand même pas il n'est pas dans sa meilleure forme. Alors que Gabriel, au contraire, cette saison, je trouve qu'il a encore franchi un palier. Et c'est vraiment c'est pas seulement un des le meilleur défenseur d'Arsenal, c'est aussi un des meilleurs défenseurs en Europe. Et comme tu l'as dit, honnêtement, ben, si sa blessure se confirme, et ça semble être le cas, j'ai pas encore regardé la conférence, mais on va commencer à faire des cauchemars avant de jouer contre nos amis du Real Madrid, quoi. Je vois pas qui pourrait le remplacer avec la même efficacité. Maintenant, voilà, comme je te l'ai dit sur Instagram, sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Tant qu'on est sur les Gabriel, je voulais aussi revenir sur un petit phénomène sur la première période où je suis entièrement d'accord avec toi. Même si Ethan est passeur décisif, je trouve qu'à droite, on avait vraiment du mal à jouer et à passer, tout simplement. Il fallait vraiment aller sur le côté gauche où l'ami Castagne a vraiment passé un très, très, très mauvais moment parce que Le en pauvre. plus d'avoir Gabriel Martinelli qui lui faisait passer de très mauvais instants, tu avais aussi Lewis Kelly qui était assez actif aussi. Donc voilà, heureusement qu'à gauche, ça savait prendre le relais. Et je suis content d'avoir vu Martinelli revivre de la sorte. On va pas revenir sur ses périodes difficiles et sur sa blessure, mais vraiment aujourd'hui, j'ai aimé son activité. Je voulais revenir là-dessus. Après, c'était peut-être aussi le plan de jeu de fixer à droite et de renverser sur la gauche, hein. Pas faux, Parce pas faux. que Noah Neri, il avait quand même un sacré client. Enfin, Robinson, Ouais, ouais. après, Un des meilleurs arrière-gauche de c'est pas première non ligne. plus le meilleur latéral de première ligue, mais il est quand même,
il est quand même sur une bonne passe. C'était peut-être aussi la strate de fixer à droite et et d'essayer de renverser ce fameux bloc ou ce bus, ça dépend les points de vue, comme on appelle ça, mais bon, de se servir de la vitesse de Martinelli et qui puisse mettre des tempêtes à Castagne qui lui n'a pas la même vitesse. On l'a bien vu. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Je... Alors, j'aimerais être d'accord avec toi, Bastien, mais je doute vraiment que cela ait fait partie du plan de jeu. Vraiment, hein. Mais j'aimerais être d'accord avec toi. Mm. J'ai trouvé qu'on avait un manque d'automatisme entre Ødegaard et Nwaneri qui était assez, j'allais dire, inquiétant sur ce match-là. Et pour te dire à quel point j'ai trouvé qu'on manquait d'automatisme, je trouvais que Nwaneri et Ødegaard étaient à contre-temps. C'est-à-dire que quand Nwaneri l'a demandé en profondeur, bah, Ødegaard, il faisait ses 15 touches où il tournait autour de lui pour ressortir sur Timber, Saliba ou un truc comme ça. Et quand, au contraire, Nwaneri faisait un faux appel pour venir demander le ballon dans les pieds, c'est là qu'on essaie de lui la mettre en profondeur. Donc j'avais l'impression que c'était deux joueurs qui jouaient. Enfin, encore une fois, c'est mon avis. Je vous demanderai de me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais j'avais l'impression que c'était deux joueurs qui se rencontraient et qui jouaient pour la première fois ensemble. Et j'ai trouvé ce côté droit assez, en tout cas cette association, ce binôme Ødegaard-Nwaneri, assez catastrophique. Pour aller plus loin, j'ai même trouvé Ødegaard assez catastrophique dans ce match-là, mais on y reviendra dans un petit focus que je vous réserve pour la, la deuxième partie de ce podcast, messieurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce côté droit un petit peu chaotique? Et est-ce qu'on pourrait même pas aller jusqu'à dire que la première connexion intéressante qu'il y a eu entre Nwaneri et Odegaard, c'est, 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 vas-y, c'est sur le but. sur le but? Mm. Et encore, il me semble que c'est Timber qui fait la pré-assist, non? Ouais, Ouais, ouais. C'est Timber Peut-être que Mm, ça mm. ouais, demande au dernier. Mais ouais. sinon, ah, j'avais La plus belle passe de Ødegaard, c'est la balle en profondeur qu'il donne à Timber quand Timber Mm, il frappe sur l'élo. C'est le, mm. Et au moment où il fait cette passe-là, je dis, OK, j'avais pré... Bah, de toute façon, je vous l'annonce, hein, il sera dans mes flops. Je dis, est-ce que cette passe-là, elle change quelque chose ou pas? Et en fait, pas du tout. Allez, on va parler un petit peu du but. Un peu de joie, messieurs, dans cet épisode, s'il vous plaît. Et donc, le meilleur moment de cette première période, l'ouverture du SCOD, oh, mon Dieu, l'ouverture du score, excusez-moi, je suis encore malade, je parle du nez toujours, ça s'entendra de toute façon, signé Mikel Merino, messieurs, dames, Mikel Merino, l'attaquant improbable, l'attaquant dégueulasse, mais l'attaquant qui marque, donc eh ben, vous savez quoi, on prend, hein. Alors, très rapidement, le but, il vient, c'est 100% côté droit, c'est un jeu à 3. C'est Timber, côté droit, qui lance j'allais dire en profondeur. Mm. Timber, il est déjà aux 25 mètres, un des buts, mais en tout cas, il met une balle en profondeur sur Nwaneri Ah, il est limite pour dans le mettre deux ou dos. trois joueurs. Oui, mais la passe, elle est dans le dos du défenseur. Nwaneri centre en retrait sur Merino. Premier contrôle très bon. La deuxième touche un petit peu plus délicate. La balle est quasiment derrière lui. Il frappe et la frappe est contrée par je sais plus qui. Mais en tout cas, sans ça, clairement, je pense que Leno est dessus. En tout cas, 5-4. ça fait 1-0 et ça fait du bien. Parce que franchement, avant qu'il marque, je voyais pas comment on pouvait marquer. Et je m'étais dit que si on devait marquer, ça allait être forcément un centre de Merino un centre de Martinelli pour une tête de Merino. Mais eh ben non, c'est venu du côté droit. En tout cas, on prend. Mais le but dans sa construction, il est assez intéressant. Timber fait un Mm. gros travail, tu l'as dit, Julien. Nwaneri, plein d'intelligence, centre en retrait. Et puis après,
alors, je vais pas dire le talent fait le reste, hein, voilà, je suis pas dans le train Merino, etc. Mais en tout cas, l'intelligence de Merino et surtout l'audace de Merino de frapper fait que bah, s'il frappe pas et qu'il fait 15 contrôles à la de garde, la balle n'est jamais contrée. En tout cas, il prend sa chance et puis ça va au fond des filets de Bergneno qui est trompé par le tir contré. Et ça nous fait le plus grand bien. Euh, sur ce but, on dit quoi? On dit bravo Merino, on dit ouf, on dit quoi? Ben, on dit bravo Merino, meilleur Gromet, mais ça n'enlève pas de notre esprit ce mercato scandaleux lors duquel ben, on sait très très bien qu'on aurait pu prendre un nouveau neuf. Mais moi, perso, Merino, j'ai envie de l'encourager pour la bonne raison que honnêtement, c'est pas lui qui a forcé pour jouer à la pointe de notre attaque. C'est vraiment un malheureux contexte et une hécatombe avec une infirmerie qui débordait à craquer, qui a fait que ça a été le candidat qui a été choisi pour faire ça. Et au final, pendant notre pénurie offensive, on a testé d'autres options. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire aujourd'hui que, on préférerait tous Merino en neuf que Sterling, honnêtement, non? Mais malgré ça, c'est... Oui. On appelle Richard pour Oui. savoir? Oui, oui. Ah, Mais oui, oui, on est d'accord. Non, malgré mais ça, oui, je trouve qu'il met beaucoup de volonté dans un rôle qui était absolument inédit pour lui. C'était un rôle nouveau. Perso, quand on a commencé à émettre cette idée, j'étais bien conscient qu'on n'allait pas revoir le Fabregas de l'Euro 2012 qui se sublimait en pointe dans un genre de truc faux neuf. C'était pas du tout ça qu'on allait avoir. Par contre, je voyais d'un très bon œil son impact physique et son très bon jeu aérien. Et l'air de rien, bah là, c'est notre deuxième meilleur buteur c'est ce que en j'allais dire, première ouais. ligue. Donc, c'est vraiment un truc sur lequel on ne peut pas cracher, quoi. Maintenant, Mm. non, Je, je ne peux pas te dire que je suis fan de cette option, mais je ne peux pas incriminer le gars non plus. Ah non, mais je- il est là parce qu'on l'a mis là, mais je vais même aller plus loin parce que ceux qui ont l'habitude de nous entendre savent que moi, Merino, depuis son recrutement, j'y crois pas et que je trouve que c'est un Eh ben, moi, flop. c'est la même. J'ai pas eu l'occasion Et de le dire, mais c'est pareil. Je suis un peu et mitigé et j'allais dire, limite, je suis en colère contre Arteta d'avoir poussé à ce recrutement-là. Mais voilà, mais en tout cas, pour Merino, force est de constater que le fait d'évoluer en pointe, pour lui, c'est la seule solution d'avoir été mis en lumière à Arsenal cette saison. Parce que c'est exactement sinon ça. il serait resté sur le banc et il serait resté dans l'ombre des Rice, Partey, voire même Jorginho, voire même Zinchenko. Zinchenko. Pardon, merci Bastien. Merci. Non, 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 mais après, Qui a franchement, C'est été, vrai. excuse-moi de te couper, Raoul, mais Zinchenko, franchement, dans un genre de 8 excentré côté droit, il a fait des trucs vraiment pas mauvais face à la Belgique. C'est dans ces moments-là que je me dis qu'on aurait peut-être dû essayer un petit peu plus au milieu avec on lui, mais l'avait bon. essayé dans le dernier Parenthèse match avant refermée. la. Parenthèse refermée. Non, mais on l'avait essayé, Zinchenko, dans le dernier match avant la trêve, je crois. Oui, 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 Et oui. ça avait été assez intéressant au poste. Maintenant, c'est un peu tard, tu vois. Hein? Maintenant, c'est un peu tard pour Arsenal. Maintenant, c'est un peu tard, mais bon, enfin, bah, les occasions manquées d'essayer des choses, Julien, on Désolé va pour la pas. petite Non, non, parenthèse. non, mais on va pas y revenir sur les occasions manquées d'essayer Ah ouais, des joueurs à d'autres postes. Ça c'est pour fait ça que je depuis, le dis, parenthèse refermée. ça fait depuis la blessure de Degarde qu'on demande d'avoir des choses et qu'on les voit pas. Enfin bref. Pour dire, pour mettre en parallèle avec ce que tu disais, oui, c'est vrai que Merino, quand il essayait de s'intégrer au milieu, ben, on est d'accord qu'on n'a pas vu beaucoup de lumière. Je crois qu'il met un but, mais à part ça, ben voilà, j'étais aussi mitigé que toi. Et même à son arrivée, j'ai pas très bien compris. Et de nouveau, hein, je répète, j'ai pas envie de m'acharner sur le gars, Ah, c'est mais pas le là but, où non, je non, bien dis que sûr. le recrutement, il est étrange, c'est qu'en plus, on est sur le point de recruter Zubimendi derrière. Donc pourquoi avoir pris Merino l'année dernière? Enfin, voilà, c'est un casse-tête chinois que je n'ai pas envie d'insister. Parenthèse définitivement Mais il refermée. va y avoir, vous inquiétez pas, la trêve va être Ah, très j'espère, longue j'espère.
pour les supporters Ah ben. d'Arsenal entre la fin du championnat et le début de saison. Et bien entendu qu'on va faire plein d'émissions un petit peu spéciales où on reviendra probablement sur certains joueurs, sur certaines options, etc. Et Julien, si tu veux te joindre à nous, tu seras bien entendu le bienvenu. Ah Euh, ben, Mm. Bastien, ce but, t'en as Ouais. pensé quoi? Alors, juste pour revenir à ce que Julien il disait, il comparait Fabregas à Merino. Là, je suis désolé, Julien, je vais pas pouvoir te suivre là-dessus. non, non, mais C'est Bastien, pas possible. attention, il est justement, belge. Bastien, il il y est en a C'est pas certains belge. qui ont possible. voulu faire un Il est parallèle et belge. Ah, justement, quand l'option a vu le jour, justement, j'étais absolument contre cette idée et justement, je disais, il ne faut pas s'attendre à voir ce qu'on a vu avec Fabregas. C'est vraiment dans ah ce oui, mais sens-là, alors. mon cher Ah, Bastien. le Je te talent promets. n'était pas le même, ouais. Parce Je te parce promets. que là, là, si on compare ça, mon cœur saigne. Ouais, ouais, mais justement, et Mais c'est ça qui a fait que mon corps a saigné parce que quand ça a vu le jour, même avant que ça ait lieu en vrai, il y en avait certains qui faisaient un parallèle très sérieux avec Fabregas, honnêtement. ouais, Et c'est ok. justement là Bon, que je m'étais dit non, on va pas du tout avoir la même chose. on va les laisser loin de nous. Mais en tout cas, en tout cas, pour ce but-là, moi, enfin, pour retenir le positif, au-delà du fait que moi, je pense que de toute façon, Merino, c'est mine de rien, il commence à avoir ce petit flair de numéro 9, mais il est encore très loin pour moi, parce que ça restera un milieu de terrain. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé dans l'action, c'est que on retrouve des notions et des principes de jeu, notamment un latéral qui apporte avec Timber, qui pour moi sur l'action apporte vraiment d'une une supériorité numérique, de deux il occupe un espace qui était libre, et de deux il va délivrer une passe dans le demi-espace pour le coup, qui est super bien dosé pour Nwaneri, qui fait le bon choix de la donner en retrait. Euh, je trouve que la combinaison entre Timber et Nwaneri, euh, c'est le positif dans l'action. Après, la finition, c'est de la finition, on aime ou on n'aime pas, il réussit, donc tant mieux. Mais C'est en le tout cas, moi, ce que décalage je qui fait retiens, la c'est, différence. ouais, Hmm. ouais. Mais en fait, c'est comment on a occupé cet espace-là. Cet espace qui, pour moi, était assez dense. On a réussi à trouver les espaces et s'en sortir pour en tirer quelque chose de bien. Ah, je suis Et c'est d'accord. surtout ça que je veux retenir. Voilà. Je suis d'accord. Euh, Messieurs, si on veut pas faire un podcast de 3 heures, on va attaquer cette Mm. deuxième période. Mm. Juste peut-être signaler, si, alors du coup c'est moi qui vous accélère, mais je reviens en arrière, excusez-moi. Euh, Juste signaler pour ceux qui ne l'auraient pas vu et les inviter à aller voir cette volée de Nwaneri en première mi-temps en toute décontraction. Alors, elle est sur le gardien, etc. Mais la reprise de volée, quand un joueur il est en confiance et qu'il ne force pas la frappe comme Nwaneri vient de le faire, bah, vient de le faire. Il l'a fait dans cette première mi-temps. Si elle est au fond, c'est juste super joli. Pareil. Et quand tu frappes dans cette décontraction-là, c'est aussi la preuve d'un joueur qui est 100% en confiance de ses qualités et de ses forces. Je vous invite à regarder les frappes de Partey, par exemple, la frappe qu'il a tentée au 16 mètres en première mi-temps qui va limite en touche. Ah, C'est Raoul, mon Seigneur, c'est toute la différence. Voilà. Seigneur, t'es un petit peu dur et je suis d'accord qu'on peut critiquer Parti sur certaines choses. Et dans ses premières années à l'aise, il a tué quelques pigeons avec ses envois lointains. Mais ces dernières années, il a montré quand même une certaine compétence dans ses frappes de loin, je trouve, non? Ah ouais, mais là, bah, ouais, c'est une fois sur 50 que Ah la non, frappe. non, je suis pas d'accord. Là, mon Ah, Cédric bah, a mis ça coup 6 sur les dernières années. tu es sur un podcast français, alors tu dois être d'accord avec les Français. D'accord, je suis d'accord. Mais après, on parlera de Trossard, si tu veux, de l'entrée qu'il a faite. Allez, c'est la deuxième mi-temps. Du coup, si je me trompe pas, il n'y a pas de changement côté Gunners à la mi-temps. Les changements interviendront un peu plus tard, si je me trompe pas. Et je trouve que la deuxième mi-temps, on peut la résumer comme la première. Je ne sais pas, encore une fois, si vous êtes d'accord avec moi. Encore une fois, on est très timide. Il y a Fulham qui commence un petit peu à oser. À la 50e, 52e, il y a Jiménez qui frappe sur Raya. Après, on a Timber qui frappe à son tour. Il va y avoir quelques cartons jaunes qui vont être sortis aussi parce qu'on a vu Fulham faire
pas mal de fautes d'anti-jeu et il fallait à un moment donné stopper cela par des cartons jaunes. Et là, moi, l'arbitre, j'ai vraiment bien aimé, vraiment. Petite parenthèse, sur ce match-là, j'ai assez apprécié. On a quand même vu des arbitres qui ont Il fait des était temps qu'on purges. tombe sur un bon arbitrage, vu tous Ouais, les vu tout et qu'on a eu ces derniers euh, temps. le retour du Starboy, 66e minute de jeu avec la sortie de Nwaneri. Alors, petite parenthèse pour Nwaneri, si Saka revient, je crois que Nwaneri va squatter le banc de nouveau. C'est malheureusement, je vois pas comment. Comment si, je vois. On pourrait très bien, vu la forme de Degarde, de tenter Nwaneri plutôt dans un poste de milieu, mais on sait que Arteta ne le fera pas. Mais là, ouais, Nwaneri a joué, à mon avis, ses dernières minutes de titulaire. Peut-être encore va-t-il commencer le match face à Everton pour que Saka ait le temps de retrouver un rythme au fur et à mesure. Et encore, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, la rentrée de Bukayo Saka, et très honnêtement, pour les plus anciens, alors avec un degré moindre dans la symbolique et dans l'émotion, en tout cas pour moi, mais la rentrée, le retour de Saka, j'avais l'impression, et j'invite pas mais j'invite nos auditeurs à me dire et à nous dire en commentaire s'ils ont ressenti la même chose pour les plus anciens. Mais moi, je vois l'entrée de Thierry Henry face à Leeds United en Cup quand il remplace Chamac. En tout cas, je pense, il y a Yannick qui avait déjà fait un podcast avec nous également, qui était au stade et qui m'a écrit sur Insta à la fin du match et qui me disait qu'en termes d'ambiance, l'entrée de Saka, c'était assez fou. Il y a Nicolas également de l'assaut qui était au stade ce soir et je pense qu'il pourra nous dire la même chose. Mais en tout cas, de ma télé, en termes d'émotion, en termes d'ambiance dans le stade, réellement, je crois que si on fait un, un parallèle avec les images, encore une fois, je dis toujours avec un degré moindre parce que le retour du King, ça reste le retour du King et je pense qu'on revivra jamais ça et qu'on n'aura jamais un joueur aussi performant. Mais voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça. En tout cas, le retour de Saka, ça fait du bien. Je crois que c'est quasiment 100 jours après sa blessure. Donc, il était grand temps qu'il revienne. Et puis, bah, du coup, ça va pas trop tarder parce que après les changements côté Fulham, avec la sortie de Smith Rowe, petite parenthèse sur l'ancien Gunners qui a été assez transparent Mm. sur cette rencontre-là, Pas terrible. il faut quand même le dire. Mais 7 minutes après son entrée en jeu, bah, Saka, encore une fois, il est là au bon endroit et sur une action qui est assez intéressante, encore une fois, ça part d'une balle de Rice quasiment rond central sur Martinelli qui va aller provoquer. Encore une fois, ce Martinelli provoquant dans... Je m'en bats les steaks, je baisse la tête, je fonce et arrêtez-moi si vous pouvez. Donc il élimine deux joueurs comme ça, Martinelli, il décale Merino, Merino qui fait un centre, honnêtement qui est pas top, mais qui retombe sur Martinelli, qui la dévie d'une aile de pigeon et ça casse seul au deuxième poteau comme un vrai symbole qui est là pour mettre la tête et qui met la balle au fond des filets laissés vides par Leno qui était au premier poteau. En tout cas, ouais, la symbolique, moi, je la trouve vraiment assez exceptionnelle. Le Starboy qui revient, j'allais dire le Messi, eh ben, un petit peu le Messi tant attendu, le retour du Messi tant attendu, et puis bah, Saka qui fait mouche 7 minutes après. Vous l'avez ressenti d'une part comment, vous avez ressenti comment d'une part sa rentrée et bien entendu son but, messieurs. J'en ai parlé quand on avait fait l'humour, moi, l'humeur du jour. Voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose dès le début où j'ai compris qu'il allait faire son entrée, quoi. C'est ton instant passion. Vas-y, on t'écoute. On avait envie qu'il fasse son retour et on avait tous rêvé qu'il revienne de cette façon et je pense que lui aussi. Et sur le coup, ben voilà, c'est le retour parfait. Et on en a presque. Et c'est pour ça que quand je t'ai fait mon humour du jour, en fait, j'ai pas trop focalisé mon attention sur la prestation mitigée de notre Arsenal parce il y a eu cet événement. Voilà, il n'y a rien à faire. Il faut oser, hein. Je ne sais pas si à tête reposée, on pourrait dire la même chose parce que c'est quand même un gros événement que tu évoques, à savoir le retour de Thierry Henry contre Leeds.
Mais en tout cas, on peut classer cet événement parmi les plus grands moments de ces dernières années. Et je pense que depuis qu'on est arrivé dans les années 2020, oui, c'est peut-être le plus beau moment, qu'on a vécu en tant que fan d'Arsenal. Mais voilà, pour reprendre un petit peu le contexte et un petit peu quitter l'émotion, moi, je vois son retour d'un très bon œil parce que j'ai souvent dit, malheureusement, voilà, on va un petit peu rigoler quand je vais dire ça, mais les deux joueurs que je voulais vraiment avoir en forme pour affronter le Real Madrid, ben, c'était Bukayo Saka et Gabriel Magalhaes, quoi. Je pense vraiment qu'il a partie des joueurs qui peuvent vraiment être capables de débloquer une situation ou un match qu'il a fait ce soir, même si c'était très beau d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue réaliste, tu sais qu'il peut le faire dans d'autres matchs et dans des matchs qui ont certainement encore un plus grand enjeu. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve contre le Real Madrid. Ce sera très difficile, on va pas revenir sur les qualités de ce club. D'ailleurs, j'invite les gens qui veulent en savoir plus à écouter le podcast de nos amis des Artières. Mm. Mais Que voilà, j'ai écouté aujourd'hui, ouais. si on veut espérer vivre une grande soirée contre les Merengues, sans doute qu'il faudra un grand numéro 7. Et voilà, et une anecdote assez sympathique aussi, c'est que notre numéro 7, il a mis 7 minutes après son retour pour faire trembler les filets adverses. Un heureux hasard. Ou pas. Quand je dis ou pas, c'est le hasard. Yes. Euh, Aussi, un truc que je voulais ajouter très rapidement, c'est que j'ai toujours eu l'impression que lui et Martinelli avaient une relation assez spéciale. Et là, sur le coup, en fin de match, il m'a semblé que les deux arrivaient à se trouver très très bien. Et c'est de bonne augure pour les 2 derniers mois de cette saison. Et tout comme Saka, ben, on aura besoin d'un très grand Martinelli pour réaliser une grande fin de saison. Après, advienne que pourra, la vérité c'est le terrain. Mais j'ai vu des choses encourageantes de la part de nos deux joyaux. Bastien? Ouais, mais moi, pour pas te mentir, Raoul, dans un premier temps, je me suis dit, merde, fais chier, parce que Nwaneri sort, en fait. Mhm. Et tu sais très bien, enfin, on sait très bien ce qui va se passer, comme tu l'as dit. Et en fait, ma première réaction, ça a été ça. Ça a été de me dire, merde, putain, merde, fais chier. Et Ouais, là, c'est t'as totalement envie le de gros dire, mot. t'as envie de prendre Ah ouais, Ethan et de lui faire un câlin en ouais, disant je ouais. suis désolé. Et tu, Ouais, c'est et ça, ouais. tu dis, mec, on sait très bien ce qui va se passer. Il y a le joueur star qui rentre sur le terrain. On sait très bien ce qui va. Bah, Nwaneri prend une parka, assis-toi sur le banc, et puis bah, on est désolé, Ouais, c'est mon ça. petit père. Enfin, c'est un peu ça. Et mon premier ressenti, ça a été ça. Et puis après, on va pas se mentir, quand il rentre sur le terrain, le mec, il a la banane, il rayonne. Que ça soit un autre garde, le mec, t'as l'impression qu'à partir du moment où ça 40, haute garde, il allume le cerveau. Timber, il se dit, punaise, j'avais déjà Nwaneri sur le côté avec moi, maintenant j'ai Saka, donc c'est encore plus royal. Et puis Martinelli, je suis d'accord avec toi, Julien, il y a une certaine forme de connexion. J'ai l'impression que tout le monde s'allume, même le stade s'allume, bah, même le staff. Bukayo Saka qui va voir, je me doute qu'il a été voir le physio sur le banc. Même l'arbitre le presse même pas pour reprendre le jeu, etc. Ah, tu sais que le temps, il est Oui, oui, suspendu à ce moment-là, quoi. voilà, La preuve, il excellente a, remarque, Bastien. C'est la preuve qu'on vit il, un grand moment quand il y a ça, quand il y a ouais, ces... Bien sûr. il rayonne le gars, il rayonne. Donc, et puis faut pas oublier, c'est un baby gunner à la base. Donc forcément, quand en plus de ça, t'as le poids que tu as aujourd'hui et que en plus de ça, t'as l'étiquette de baby gunner, bah forcément que le temps, je le mettrai pas au même niveau que le retour du King, comme tu dis Raoul, mais c'est vrai que ça fait partie c'est un moment sympa. À vivre, c'est sympa, quoi. Surtout quand tu viens de vivre une mi-temps un peu pourrie et que tu sais qu'au bout, t'as Bukayo qui rentre en deuxième mi-temps, tu es content, quoi. Ouais. Ouais, et Voilà, ça fait comment je deux l'ai zéro. vécu. Mm. Et ça fait 2-0. Et du coup, on se dit, bon, allez, faisons rentrer le joyau. Alors là, on se dit, bon, ben, Timber, il est fatigué. Je fais quoi? Eh ben, vas-y, la pépite Trocard, elle rentre. Et ouais, en fait, même sa coupe de cheveux, ça va plus, quoi. Il faut qu'on le vende. Il faut vraiment qu'on arrive à le vendre cet été parce que merci d'avoir été au club, merci pour ce que tu as fait les autres années, mais faut partir. Faut vraiment partir. À 2-0 bizarrement, alors
du coup, Partey se retrouve un peu arrière droit, ça part un peu dans tous les sens. Je pense qu'on est encore dans l'euphorie du but de Mm. Saka et du retour de Saka. On commence à être très désorganisé et il y a quand même, il faut le souligner, sur les 15 dernières minutes, à partir de la 80e avec les arrêts de jeu, il y a quand même, d'après moi, beaucoup trop de situations qu'on laisse à Fulham, avec notamment l'énorme raté de Muniz de la tête, qui est seul et qui la met à côté. Enfin bref, j'ai presque dire immanquable, non, mais tu dois au moins la cadrer. N'oublions pas aussi une frappe déviée par Raya, repoussé dans l'axe et que Lewis Kelly va enlever. Tu as aussi ce débordement côté gauche où je crois que c'est qui l'attaquant qui frappe alors que il y a un joueur de Fulham qui est seul dans l'axe. C'est qui frappe? C'est Traoré côté gauche. Je crois, il déborde, il frappe et la balle, elle part très très loin, alors que tu avais Jiménez qui était tout seul dans l'axe. Encore une fois, là, on peut se dire, bah, merci de ne pas l'avoir vu. Et à la 94e, allez, histoire de bien se faire peur, histoire de ne pas faire de clean sheet, réduction du score de Fulham à la suite d'un centre de Cessignon. C'est Muniz qui reprend la balle du pied droit et elle est malencontreusement déviée par Saliba. Ça fait un contre partout. Ça fait 2-1 pour Arsenal et il n'y aura plus grand-chose qui se passera. Résultat final, score final 2 buts à 1. Arsenal revient à 9 points de Liverpool, conserve sa deuxième place. Il faut le dire, Nottingham Forest, est-ce que c'est vraiment une surprise, a battu Manchester United 1-0, conserve sa troisième place toujours à 4 longueurs des Gunners, mais avant le match de Chelsea, de City et de Newcastle, Nottingham Forest a 57 points, quatrième Chelsea 49 points. Donc s'ils reviennent, ça fait 52. Nottingham Forest a quand même 5 longueurs d'avance à cette troisième place. Et franchement, on en parlait en off, Bastien, juste avant. Ce que Mm. Forest propose cette saison, c'est vraiment super intéressant, c'est rafraîchissant. Ils se sont troués un petit peu contre nous au match aller, le 4-0, 4-1. Mais franchement, ce qui montre sur un club comme Nottingham Forest, franchement, chapeau à eux. Euh, on a fait l'instant passion de Julien. Faut-il revenir sur ton coup de gueule des commentaires, sachant que c'est un coup de gueule qu'on a eu quand même pas mal de fois cette saison. Il est temps aussi de d'arriver sur nos flops, alors nos tops et flops, Julien. Traditionnellement, on commence toujours par les flops pour garder cette fameuse note positive sur la fin de l'épisode. Alors, je te rappelle les règles, Julien. Les flops, on commence par les flops à tour de rôle. Entre 0 et 3 flops. Et avec une petite argumentation, un petit argumentaire. Et après, on fera les flops. Vas-y, je te laisse commencer. Tes flops, Julien, si tu en as. Ça m'emmerde vraiment d'arriver ce soir parce que T'as le droit de le ne gars pas en mettre, hein. de désigner, parce qu'en fait, le gars que j'ai envie de désigner comme flop, c'est un gars que je critique, mais sur qui je relativise toujours parce que comme je t'expliquais tout à l'heure avec Saka, je ne peux pas nier tout l'impact qu'il a eu dans le renouveau de notre club, toute Ah, l'importance qu'il a, mais il n'y a j'ai rien à faire. nommé Eudegaard. Ce soir, de nouveau, j'ai pas trouvé que notre capitaine fait un match incroyable et je serais même tenté de dire insuffisant. Alors voilà, je le répète encore, je modère mes critiques parce que quand tu évalues un joueur, tu peux pas juste te focaliser sur un match et tu dois penser au passé. Mais Ça, non, parce je que non, non, c'est là. Julien, Sauf que le problème, c'est les flops le du match, problème, hein. c'est que depuis sa blessure, on On est est très d'accord. loin d'être à la première contre-performance. Performance, ouais. Depuis qu'il est revenu de blessure, il y a pas qu'une seule soirée où on s'est dit, Putain, qu'est-ce qu'il a créé aujourd'hui, notre capitaine? C'est pas la première fois. Maintenant, pour revenir un peu optimisme, moi j'ai envie de dire qu'on retrouve les grands joueurs dans les grands matchs
et il va retrouver son ancien club la semaine prochaine. C'est l'occasion de montrer que c'est un fantastique joueur de foot lors de cette soirée. Parce que je le redis, ça, même si ce soir je ne l'ai pas trouvé bon, même si ça a été un petit peu mieux quand il y a eu les remplacements, ça reste vraiment un formidable joueur. Et honnêtement, l'année dernière, à certains moments, j'ai eu l'impression lors de la saison dernière qu'il était capable d'atteindre le niveau d'un Kevin De Bruyne. Et les gens qui m'ont beaucoup entendu parler savent que j'aime beaucoup Kevin, d'une autre façon que Leandro. On parle quand même d'une autre qualité belge là sur le coup. Mais voilà, ça reste un joueur qui serait vraiment capable de marquer notre histoire et qui est capable de nous faire rêver. Donc voilà, j'ai envie de te dire, Martin, franchement, putain, réveille-toi, capitaine. Et si tu veux vraiment nous sortir une dinguerie, dans une semaine, on a un énorme rendez-vous qui peut vraiment changer l'histoire de notre club. C'est le moment de te réveiller. Il y a pas de meilleur moment. Et d'ailleurs, une petite remarque, je voulais faire une petite remarque, parce que vous parliez tous les deux avec Bastien de la tristesse de voir Ethan quitter le 11 de base. Je me souviens d'un certain Jack qui avait démarré très très jeune contre Barcelone, et on se souvient de la magie que ça avait provoqué au match aller. Évidemment, au retour, les souvenirs sont un petit peu moins positifs, mais voilà, mon cœur et franchement aussi ma raison me disent que lancer Ethan contre les Merengues, bah ouais, c'est pas une idée idiote pour moi. Et Ah, mais- je fais rapidement mon top. Bah, je vais dire Non, non, Martinez. non, 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 d'abord les flops. Non, 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 Ah, non, désolé, non, je reste vas-y. sur mes flops alors. Bah, Martino Odegaard, et là, je réfléchis. Je n'ai pas envie de citer Saliba parce que même s'il n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, j'ai pas vu, je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Je réfléchis, je fais tout le monde. Non, 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 non. Bah, tu vas être content, mais j'ai trouvé que l'ancien capitaine d'un club du Limbourg n'a pas fait une excellente entrée. Allez, on parle de, bien entendu, de Clément Turpin. Yes, exactement. Mais voilà, comme je te l'avais dit en privé, Trossard, en fait, c'est un gars. Il ne va jamais faire briller les autres joueurs et ça reste un gars qui a des qualités. Mais maintenant, tu peux pas attendre de lui que ce soit un mec qui va te rendre des joueurs en méforme en forme. C'est vraiment pas ça. Par contre, quand ça tourne autour de lui, ça peut vraiment être un joueur intéressant. Mais il est clair que bah, si ça va mal pour tout le monde, c'est jamais lui qui va tirer la tête hors de l'eau, bien au contraire. Hmm. Bastien, tes flops. Dans mes flops, alors ça va paraître très stupide hein, ce que je vais faire, mais moi je vais Mais mettre non. Michael Merino dans mes flops. Parce que pour moi il met un but, mais dans le jeu sans ballon, c'est bref, j'adhère pas du tout et je suis pas du tout dans le train pour Michael Merino attaquant. Milieu, ça peut peut-être se rediscuter, mais en tout cas voilà. J'ai dit ça peut peut-être se discuter, Raoul. Hein. J'ai pas dit que j'étais aussi dans le train, hein, mais ça peut peut-être se discuter. Euh, dans les flops, je vais mettre aussi notre capitaine. On vient d'en parler, donc je reviendrai pas dessus. Et malheureusement, moi, je mettrai aussi Kivior dedans. Parce qu'il n'est pas forcément rentré dans les meilleures situations. Il n'a pas eu le plan idéal pour se montrer et puis pour briller. Et malheureusement, il n'a pas forcément su sortir son épingle du jeu. En tout cas, ça, c'est mon avis. Voilà. Donc, mes trois flops. Et moi, je vais faire très très court. Pour moi, c'est Eudegaard, le plus gros flop de cette rencontre-là. Et je rejoins ce que Julien a dit, et on le dit de toute façon à chaque podcast. Mettre Eudegaard dans un flop de match et dire qu'il n'est pas à son niveau, et c'est pas pour autant qu'on oublie ce qu'il a fait les saisons précédentes. Donc voilà. Clairement pas au rendez-vous par rapport à ce qu'on sait de lui, de ce qu'on attend de lui. Et comme toi, Bastien, je vais mettre Kivior parce qu'encore une fois, Kivior rentre en cours de match et encore une fois, il ne saisit pas l'occasion. Alors c'est très compliqué pour lui quand tu n'as pas de rythme, Mm. mais on parle de Fulham, il n'a pas eu les meilleurs attaquants du monde à couvrir là maintenant et c'était l'occasion de se mettre en avant et de prendre du temps de jeu et de prendre de la confiance. Et d'après moi, sur cette rencontre-là, il n'a pas saisi cette chance. On enchaîne avec les tops et Bastien, on commence par toi. Eh ben, moi, dans les tops, allez, je vais faire original. Je vais mettre notre ami Bukayo. Ça fait très, très, très content de le revoir. Moi, je vais mettre surtout Declan Rice en top.
Parce que encore une fois, le boulot de l'ombre, le volume de jeu, on en a pas Mm. parlé, on le souligne de temps en temps comme ça, puis on se dit oh là là quel joueur fantastique, mais c'est juste incroyable le volume de jeu qu'il a à la perte. Enfin bref, j'ai été encore conquis par ce qu'il a fait ce soir, donc Declan Rice. Et puis après je sèche un peu hein, dans les tops. Peut-être souligner Timber, mais voilà, j'irai pas plus loin dans mes tops. Ok, ça marche. Julien. Très rapidement, ben, Saka, et honnêtement, je voulais dire Rice pour les mêmes raisons Hmm. que Ouais, Bastien. t'as droit, hein, ok. Juste deux? Je réfléchis, Non, mais j'avais un... ok. Ouais, non, franchement. Allez, et ben moi On te laisse je. Martinelli, Raoul. Bah ouais, alors Ouais, Martinelli. moi Martinelli, il est dans mon top du top. C'est-à-dire qu'il y a le over the top. Sur cette rencontre-là, il y a Martinelli, clairement. Ah si, Et j'ai ouais, vas-y. j'ai trouvé que Thomas Partey n'a pas fait un mauvais match, surtout en récupération. Il a fait quelques bonnes récupérations. Moi, j'ai bien aimé le match de Partey, mais peut-être pas en top. Ok. Du coup, moi, il y aura Martinelli. Il y a Saka pour sa rentrée et la symbolique et son but. Et je vais vous surprendre, probablement plus Bastien que toi, Julien, mais je vais mettre Merino en top. Alors, en fait, je mets Merino en top, mais pour les mêmes raisons que toi, Bastien, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout aimé son match. Mais ça, tu le sais. Hmm. Quand Ouais. tu regardes le match de Merino, que tu fais un focus sur lui, que tu regardes à la loupe, ses déplacements ne sont pas bons. Il est perdu. Voilà, il n'y a rien qui va. Mais par contre, force est de constater que pour un joueur qui n'est pas attaquant et qui a été propulsé là, c'est le troisième meilleur buteur du club à égalité avec Hmm. Saka. Alors Saka qui a loupé 3 mois et demi. Mais Hmm. voilà, et finalement, c'est lui qui lance la machine. Il est crutch alors que il est pas très très bon. Donc pour ces raisons-là, je vais le mettre en top. Voilà. Et concernant Rice et Partey, j'entends ce que tu dis, Bastien, j'entends ce que tu dis, Julien. Pour autant, j'ai trouvé que sur ce match-là, Rice a eu un rayonnement beaucoup moins important que les autres matchs et je l'ai trouvé un petit peu pas perdu, mais moins performant. Très volontaire, très engagé, etc., mais moins impactant, voilà, je vais dire ça comme ça, sur le jeu. Mais c'est aussi peut-être de la faute de ceux qui ne le trouvaient pas alors qu'il a multiplié les appels de balles. On arrive donc sur la fin de cet épisode de Coup de canon. On va parler un petit peu des prochains matchs. On retrouvera nos Gunners derrière notre petit écran en déplacement à Everton ce samedi avant le grand match contre le Real de Madrid le 8. Et je pense qu'on va faire un petit apéro AFC sur Space le lundi 7, un petit pré-Real de Madrid en fonction du match d'Everton, des futures blessures à venir peut-être ou des informations. On essaiera de réfléchir un petit peu à quel compo on pourrait imaginer face au Real et surtout quelles pourront être les clés du match. Donc Julien, si avec Arsenal, entre parenthèses, France, tu as envie de participer à à ce space. J'en perds mes mots. Julien, il est à la caméra et il a une araignée qui se balade sur son bras et tout va bien. Tranquillou bilou. Ça va, Julien? Ouais, bien? Ah, très bien. Mec, grand plaisir pour l'apéro. Ah, Si bah, moi, c'est je cool. Bah, serai ouais, bah, forcément. volontaire. Bon, allez, apéro AFC, c'est le nom de notre space, hein, bien entendu. Les bières ne sont pas fournies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Donc, du coup, ça, c'est pour les matchs à venir. Messieurs, j'aimerais juste, je pense que vous n'avez pas regardé, mais moi, personnellement, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur les féminines d'Arsenal qui ont renversé la vapeur face au Real de Madrid en Ligue des Champions. C'était la semaine dernière. Elles avaient été battues à Madrid 2 buts à 0 dans un stade annexe sous une pluie battante sur une pelouse dégueulasse. Elles recevaient le Real de Madrid à l'Emirates sur notre billard. Elles ont gagné 3-0 dans un match. Je l'avais écrit sur Twitter, sur mon compte perso.
franchement, je vous garantis que après les purges que je vois avec les garçons, j'ai kiffé les filles. C'était un foot total. Les deux équipes ont terminé, mais complètement rincées. Du coup, le match était plus plaisant pour nous côté Gunners parce qu'on se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Gros travail de René Slegers avec ses filles depuis qu'elle a repris les commandes de l'équipe. Et en tout cas, je vous invite, si vous avez le temps, à regarder. Alors, les demi, c'est contre Lyon, qui est un très très grand d'Europe Ah, c'est belle. dans le foot féminin sur les 10-15 dernières années. Et en plus de ça, le foot féminin anglais a la particularité d'être diffusé en direct, d'une part sur YouTube, sur la Barclays Women's League, c'est du direct et c'est réalisé comme un match à la télé et la qualité d'image, elle est top, ça c'est pour le championnat. Et pour la Ligue des Champions, vous le retrouvez également sur YouTube, sur la chaîne DAZN. Je crois que c'est DAZN Women's Champions League. Donc tous les matchs sont accessibles à tout le monde. Et franchement, c'était un pur moment de plaisir. Et de voir des joueuses, pour le coup, s'arracher, mouiller le maillot, défendre les couleurs, euh, se relever quand il y a une faute, ne pas parler. Ouais, franchement, c'était rafraîchissant. Voilà, c'était mon petit coup de cœur, du coup. Bah, c'était mon instant passion, pas du match, mais de la semaine passée. Ceci étant dit, vous invitez, je vais vous parler un petit peu des réseaux. On en a déjà parlé lors du dernier podcast. Vous connaissez toutes et tous les mésaventures qui nous est arrivées sur la page Facebook d'Arsenal French Club où la page a été bannie. Encore une fois, on le répète et en toute objectivité, sans aucune raison, par Meta. On avait 80 000 abonnés. C'était le réseau social où il y avait plus d'échanges dans la communauté. Il y avait des posts qui étaient tout le temps commentés. Vous étiez les légendes, on était les deux légendes, on était les deux légendes et Oui, on a parce que subi. Julien, ça t'est aussi arrivé, faut-il le dire. Ouais, effectivement, Pour tu as ceux qui aussi été l'ignorent, je banni. dis ça Ouais. parce qu'on a subi le même sort. J'ai subi le même sort en fait. Et oui, on pourra remarquer, désolé de te couper, mais on pourra remarquer que sur Facebook, depuis. Déjà, quand ma page a sauté, ça a diminué. Et c'est vous qui maintenez ce réseau en vie. Mais on peut remarquer que depuis que vous avez sauté aussi, il y a une très grande ambiance les jours de match sur Facebook. On dirait un cimetière. Bah ouais, parce qu'après, du coup, les pages référentes et références ne sont plus là. Ah, il y en a Euh, d'autres qui viennent, mais pour des raisons que je n'expliciterai pas ici, c'est pas pareil que nous. Voilà. ouais, mais après, chacun fait Oui, j'ai rien dit, met j'ai la juste touche dit qu'il veut. En tout pas cas, pareil que nous. on a décidé il y a de ça 2 semaines avec Corentin, notre président, et les membres de l'asso, de retenter le coup sur Facebook. On a Ah ouais, recréé une page, euh, mais on avait interdiction de mettre le mot Arsenal dans la dénomination de notre page. Donc, on s'appelle aujourd'hui sur Facebook Gunners French Club. Et pour ceux qui avaient l'habitude de nous suivre sur Facebook, ben, je vous invite juste à venir liker la page et à revenir discuter avec nous, à commenter les posts parce que ben, 80 000 abonnés, c'est 14 ans de travail des uns et des autres, de ceux qui sont là depuis le début de l'assaut et de ceux qui l'ont rejoint il y a de ça 2, 3 ou 4 ans. En tout cas, c'était un gros travail qui avait été fait. Et là, je ne sais même pas si on est déjà à 200 abonnés ou 300 abonnés. Je ne saurais vous dire. Mais voilà. Donc, on va aussi avoir besoin un petit peu de votre force pour essayer de redynamiter ce réseau social. 182 followers. Ouais, donc, vous voyez, ça met vraiment du temps. Voilà. Donc, si vous pouvez passer le mot, partager la page avec vos potes Gunners, ça serait super sympa. Vous parlez également du site internet. Je suis désolé, messieurs, je suis un petit peu long, mais c'est important pour moi. Vous parlez du site internet. Il y a deux articles très complets sur l'arrivée d'Andrea Berta en tant que directeur sportif. L'un a été rédigé avant notre podcast par mon ami Jonathan. L'autre, qui est un roman, mais j'allais dire, d'un détail digne des plus grandes revues sportives françaises et européennes. Louis, il a fait un travail exceptionnel. Alors, je vous préviens que pour lire l'article, il vous faudra à peu près 3 pauses caca sur les cabinets, plus 2 déjeuners sautés, et vous arriverez à tout lire. Mais franchement,
vu la qualité du travail qu'a produit Louis, c'est vraiment super intéressant à aller lire. Le podcast, bien évidemment, coup de canon, avec une émission spéciale pendant les vacances sur l'arrivée. En tout cas, c'est une émission un petit peu anticipée puisqu'on l'a enregistrée le dimanche matin et l'arrivée d'Andrea Berta a été officialisée la semaine suivante, également un dimanche. Mais avec Jonathan et Louis, on a essayé d'analyser un petit peu les raisons de l'arrivée d'Andrea Berta à Arsenal et quels vont être les travaux qui l'attendent et quelles peuvent être ses qualités et peut-être les difficultés auxquelles il va être confronté. Donc, bien entendu, vous invitez à écouter notre podcast, à nous mettre des commentaires sur Spotify, sur YouTube. On y répond systématiquement et on aime avoir cet échange avec vous. Bien entendu, toujours présent sur la page X, Arsenal French Club, sur la page Instagram également. Et on va reprendre les spaces dès que possible et probablement dès la semaine prochaine après le match d'Everton et surtout la préparation. Le rendez-vous est pris avec Julien visiblement pour le 7, pour l'avant-match du Real et on espère retrouver nos potes anglais qui nous avaient animé un des derniers space C'était qui était quelque assez... chose. Hein? C'était quelque Mais chose. tu nous avais rejoint ce jour-là? Ah ouais, c'était J'étais magnifique. là, j'avais eu la chance. Ben, j'étais arrivé juste sur la fin, mais grand moment. Très grand moment. Avec, comment il s'appelait? Sab, je crois, il s'appelait. C'était... Et je le redis, il avait l'air un peu sanguin, mais ça m'avait l'air d'être un personnage Ah, qui aimait. c'était exceptionnel. Exceptionnel. Messieurs, maintenant, il est temps pour moi de vous remercier, Bastien et Julien. On peut le dire, il est minuit 22. Voilà. Le podcast se termine. Quand on aime, on ne compte pas, mais être bénévole, c'est aussi sacrifier quelques heures de sommeil pour notre plaisir personnel tout d'abord, et puis pour essayer de fournir à nos abonnés un podcast de qualité. Donc, en tout cas, Julien, vraiment merci pour cette première avec moi. Tu es bien entendu le bienvenu quand tu veux. Bastien, peut-être que tu seras là de nouveau contre Everton, à voir, je sais pas. On va en discuter avec Richard et avec Nico. Et puis, mon petit traditionnel gros bisou à Méchad qui poursuit ses aventures en Asie, qui va bien. Il n'a pas senti la terre trembler. Il est en sécurité. Donc j'ai pris de ses nouvelles en cette semaine et j'ai hâte de le réentendre sur ce podcast-là parce qu'il faut dire qu'il nous manque un petit peu. Voilà. Messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et n'oublions pas, Common Gunners, ciao ciao! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.